Chapitre 7. Nouvelle et sublime invention de Charles. Charles rentra. Après avoir quitté l'intérieur doux et paisible de ses jeunes cousines, il rentra dans celui tout différent de madame Macnish. Betty le reçut d'un air effaré. « Vite, vite, Charlot, ta cousine te cherche, t'attend. Je l'entends aller, venir, ouvrir sa fenêtre. Monte vite !» Charles soupira et monta lentement, les yeux et la tête baissés, bien décidé à se contenir et à ne pas s'emporter. Au haut de l'escalier l'attendait madame Macnish, les yeux brillants de colère. Mais quand Charles leva la tête, quand elle vit la trace de ses larmes, sa physionomie exprima une joie féroce, et au lieu de le gronder et de le battre, elle se borna à le pousser rudement, lui disant « Dépêche-toi donc, tu avances comme une tortue. Ha ha, monsieur a enfin les yeux rouges. Tu ne diras pas cette fois que tu n'as pas pleuré. » Charles, je suis fâché, ma cousine, de vous enlever la satisfaction de m'avoir fait pleurer, répondit Charles, dont les yeux et le teint commençaient à s'animer. J'ai pleuré, il est vrai, mais ce n'est pas de la douleur que m'ont causé vos coups. J'ai pleuré d'attendrissement, de tendresse, d'admiration. Pour moi, s'écria madame Macnish, fort surprise. Charles, pour vous? Oh, ma cousine. Et Charles sourit ironiquement. Madame Macnish, piquée. Je m'étonnais aussi qu'un mauvais garnement comme toi pût avoir un bon sentiment dans le cœur. Charles, ironiquement. Ma cousine, je suis juste, et il ne serait pas juste de vous ennuyer d'une tendresse que vous ne recherchez pas, et qui n'a pas de raison d'exister. Madame Macnish. Tu as bien dit. Je serais contrarié, mécontent de te voir de l'affection pour moi, et je te défends de jamais en avoir. Charles de même. Vous êtes sûre d'être obéie, ma cousine. Madame Macnish. Impertinent. Charles. Comment? C'est impertinent de vous obéir? Madame Macnish. Tais-toi. Je ne veux pas que tu parles. Je ne veux plus entendre ta sotte voix. Prends mon livre et assois-toi. Charles prit le livre d'un air malin, légèrement triomphant, et s'assit. La cousine le regarda et fut surprise de n'apercevoir aucun symptôme de souffrance dans les allures de Charles. C'est singulier, pensa-t-elle. Je l'ai pourtant fouetté d'importance. Eh bien, Charles, commence donc. Charles tenait le livre ouvert et lisait, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Madame Macnish. Ah, ça vas-tu lire, petit drôle? Faut-il que je continue la schlague de ce matin? Pas de réponse. Charles restait immobile et muet. Madame Macnish. Attends, je vais te rendre de la voix. La cousine prit sa baguette placée près d'elle, mais quand elle se leva, Charles en fit autant et courut à la porte. Madame Macnish le poursuivit et l'attrapa par le fond de sa culotte pendant qu'il tournait la clé dans la serrure difficile à ouvrir. Madame Macnish le lâcha de suite en faisant un « Ah !» de surprise et resta immobile. « Polisson, gredin !» s'écria-t-elle. « Ah, c'est comme ça que tu m'attrapes, c'est comme ça que tu me trompes. Ah, tu as du carton dans ta culotte, et moi qui m'étonnais de te voir si leste et dégagée, comme si tu n'avais pas reçu plus de coups que tu n'en pouvais porter. Ah, tu n'as rien reçu. Attends, je vais te payer capital et intérêt. » Mais Charles avait réussi à ouvrir la porte. Il courait déjà, et avant de disparaître, il lui lança cette phrase foudroyante. « Les intérêts de mes 50 000 francs placés chez vous par mon père. Merci, ma cousine. Je vais en prévenir le juge de paix. » Madame Macnish resta pétrifiée. La baguette qu'elle tenait s'échappa de ses mains tremblantes. Elle s'écria en joignant les mains d'un geste de désespoir. « Il le sait. Il va le dire au juge de paix qui a déjà entendu parler de ces 50 000 francs. Mais il n'a aucune preuve. Et ce Charles de malédiction, comment l'a-t-il su? Qui a pu le lui apprendre? Personne ne doit le savoir. Je l'avais fait si secrètement et mon cousin était déjà si malade qu'il n'a pu le dire à personne. Il ne voyait que Marianne, et bien rarement encore, et toujours en ma présence. Et le reçut. Il l'a brûlé, il me l'a dit. Est-ce que Charles se serait emparé de ma clé? Aurait-il fouillé dans mes papiers? Si je savais, je l'enfermerais dans une cave dont j'aurais seul la clé. Personne que moi ne lui porterait sa nourriture, et il y mourrait. Il faut que je voie, il faut que je m'en assure. Madame Macnish tira d'une poche placée sur son estomac une clé qui ouvrait une caisse masquée par une vieille armoire et scellée dans le mur.
Avec cette clé d'une forme étrange et particulière, elle ouvrit la caisse, en tira une cassette dont la clé se trouvait dans un coin à part sous des papiers, ouvrit la cassette et trouva tout en ordre. Elle compta ce qu'elle avait de revenus, de capitaux. J'avais 120 000 francs, dit-elle. J'en ai 200 000 à présent, plus les 50 000 de ce Charles dont il n'aura jamais un sou, car personne n'a de preuve écrite de ce placement de son père, et l'argent a été depuis replacé en mon nom. Voici encore les économies de l'année, en or, en belles pièces de 20 francs. Elle compta. 11 350 francs. J'ai donc dépensé dans l'année 1150 francs. Ah, c'est beaucoup, beaucoup trop. C'est Charles qui me coûte cher. Sans lui, je n'aurais pas Betty, je vivrais seul. C'est bien plus économique et plus agréable par conséquent. Comment me débarrasser de ce Charles? À qui le donner? Pendant qu'elle réfléchissait, tout en maniant et contemplant son or, Charles était allé rejoindre Betty. Après avoir raconté ce qui l'avait tant ému chez Juliette et les bonnes résolutions qu'il avait formées, « N'est-ce pas désolant, ma bonne Betty, dit-il, que ma cousine m'empêche d'être bon? Je le voudrais tant, je suis content quand j'ai pu retenir mes emportements ou mes sentiments de haine et de vengeance. Mais je ne peux pas, avec elle c'est impossible. Ah, si je pouvais vivre chez Juliette, comme je serais différent, comme je serais doux, obéissant. » Betty, doux? Ah ah, doux? Jamais, mon pauvre Charlot. Tu es un vrai salpêtre, un torrent, un volcan. Charles, c'est elle qui me fait tout cela, Betty. Ah, mais une chose importante que j'oublie de te dire, c'est qu'elle a découvert que ma culotte était doublée. Betty, oh mon Dieu, nous sommes perdus. À l'avenir, quand elle voudra te battre, elle t'arrachera ta pauvre culotte qui ne tient déjà à rien. Que faire? Comment l'empêcher? Charles, écoute, Betty, ne t'afflige pas. J'ai une bonne idée qui me vient. Tu sais, comme ma cousine est crédule, comme elle croit aux fées, aux apparitions, à toutes sortes de choses du genre terrible et merveilleux. Betty, oui, je sais, mais que veux-tu faire de ça? Nous ne pouvons pas recommencer la scène de l'autre jour. Charles, non, pas tout à fait, mais voilà mon idée. Nous allons découper 2 têtes de diable dans du papier noir. Nous ferons des cornes et une grande langue rouge. Nous aurons de la colle, et tu colleras ces têtes sur ma peau à la place que couvraient les visières de mon cousin Macmiche. Quand ma cousine voudra me battre, je la laisserai m'arracher ma culotte. Et tu juges de sa frayeur quand elle verra ces 2 têtes de diable qui auront l'air de la regarder. Betty, enchantée de l'invention, se mit à rire aux éclats. Elle ne tarda pas à entendre le pas lourd de madame Macmiche qui, inquiète d'entendre rire si franchement, descendait sans bruit, croyait-elle, pour surprendre Betty en faute. La voilà, mon Dieu, la voilà, dit tout bas Betty. Charles, tant mieux, je vais préparer les diables. Avant que Betty eût le temps de demander à Charles des explications, madame Macmiche entra. De quoi riez-vous? Pourquoi Charles est-il ici? Est-ce une méchanceté que prépare ce petit scélérat? Charles, oh non, ma cousine, soyez tranquille. Je riais parce que le juge de paix m'a dit « Tu es un vrai diable. Je parie que tu en portes les marques. » Et moi, j'ai répondu « Ah, ce ne serait pas étonnant car les fées m'ont promis tout à l'heure de me protéger. » Et le juge a eu si peur qu'il m'a mise à la porte, criant que j'attirais les fées dans sa maison. Et Betty me disait que si j'étais réellement protégé par les fées, tous ceux qui me toucheraient leur appartiendraient. Madame Macmiche effrayée. Il n'y a pas de quoi rire dans tout cela, c'est très bête. C'est une très mauvaise plaisanterie, et je vous prie de ne pas la recommencer avec moi. Et prenez garde que cela ne vous arrive pas pour de bon. Vous êtes si méchant que les fées pourraient bien s'emparer de vous. Charles, ce serait tant mieux, car à mon tour je m'emparerai de vous, et je vous donnerai aux fées. Charles, en disant ces mots, regarda fixement sa cousine, et s'efforça de prendre une physionomie si extraordinaire que madame Macmiche, de plus en plus alarmée, sentit tout son corps trembler et ses cheveux se dresser sur sa tête. Charles fit une gambade, une culbute, un saut vers la porte et disparut. Madame Macmiche crut qu'il avait disparu sur place tant elle était troublée des paroles de Charles. Madame Macmiche, tremblante. « Betty, crois-tu réellement que ce mauvais sujet soit ami des fées? »
Betty, faisant semblant de trembler aussi. Madame, je crois, je ne sais pas, j'ai peur. Ce serait terrible, qu'allons-nous devenir, bon Dieu. Aussi, madame l'a trop mis hors de lui, madame l'a trop battu. Dans son désespoir, il se sera tourné du côté des fées. Madame Macmiche tremblante. Mais il n'a rien senti, puisque j'ai découvert qu'il avait doublé le fond de sa culotte avec du carton. Betty. Du carton? Et où aurait-il eu du carton? Qui est-ce qui lui en aurait donné? Madame voit, c'est quelque tour des fées. Madame Macmiche. Mon Dieu, Betty, cours vite à la fontaine de Ferrering, va me chercher de l'eau, nous en jetterons partout, sur lui aussi, sur ce maudit quand il viendra. Betty partit en courant.